Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à notre forum d'échange. Ça se discute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide juridictionnelle de l'État. Le président l'a évoqué à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Jeudi 21 dernier, le barreau l'a remis sur la table. Il y a quelques jours, nous allons en parler et décortiquer la nécessité, en tout cas l'importance de cette notion, cette réforme qui s'avère indispensable, ou ce manque, cet élément qui manque dans notre dispositif pénal. Nous allons parler ensuite de cette séquence politique dont le président de la République a été précurseur, donc 2026, pour lequel les partis politiques gardent la main, devront décider en tout état de cause qui devrait compétir pour cette élection présidentielle 2026. Nous allons parler de cela dans un second temps avec Mohamed Liamidi. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir téléspectateurs. Analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale, Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir François David Noumon, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Analyste politique et juriste, gérant du cabinet juriste et associé. Nous allons commencer par vous. Quand on parle d'aide juridictionnelle de l'État, de quoi parle-t-on exactement? L'aide juridictionnelle, comme vous l'avez dit, comme il a été encore rappelé par le barreau du Bénin, comme vous le rappeliez tantôt, c'est en fait la contribution en fait des pouvoirs publics pour assurer notamment l'accès à la justice pour une justice équitable. Et qui dit accès à la justice dit la possibilité pour toute personne, notamment pour le procès pénal, d'avoir droit à une défense. Vous le savez, en matière, c'est pourquoi il faut serrer que l'aide juridictionnelle, c'est beaucoup plus, ou bien plus précisément en matière pénale, donc en matière criminelle et délictuelle. Nul n'est à l'abri, en fait, vous pouvez, en sortant d'ici, vous retrouver peut-être, dans les liens, en fait, d'une procédure judiciaire au pénal. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, en fait, lorsque vous voyez, en fait, dans notre environnement, dans l'environnement béninois, l'accès à la justice se pose un problème en termes de capacité. Tout le monde n'a pas, les moyens, la plupart du temps, de s'offrir les services en termes de consultation, de défense d'un avocat. Alors que dans le procès pénal, vous avez généralement deux personnes contre vous, deux ou bien trois. Vous avez d'abord le ministère public, d'accord, représenté par le parquet. Vous avez ensuite la partie victime, d'accord, et vous avez en fait tout l'appareil judiciaire derrière vous. À partir de ce moment-là, vous, citoyens, quels sont les moyens de défense que vous avez? Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les services d'un avocat, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque l'intéressé est dans le besoin et exprime le besoin, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de commis d'office. C'est vrai que, en fait, nous n'avons pas souvent, en fait, dans notre environnement, je voudrais rappeler aux téléspectateurs, ces formules consacrées. Lorsque quelqu'un est arrêté dans les films, dans les scénarios, on dit, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pour être tenu contre vous, vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un vous sera commis d'office. En fait, donc, c'est la question de commission d'office. Lorsque vous n'avez vous n'avez pas les moyens de vous offrir les services d'un avocat, les pouvoirs publics, le système judiciaire met un avocat à votre disposition. Il faut dire que dans notre système juridique, le barreau, comme nous sommes en train de le dire, organise en fait dans le cadre de ces activités, beaucoup de ces activités-là. C'est-à-dire quoi, on fait, des forums d'échange, où on va dans les centres pénitentiaires, on échange avec les détenus, en fait, en termes de conseil et d'assistance. Et donc, ça, c'est le barreau dans ses attributions, dans ce qu'il s'est donné, en fait, comme objectif. Mais le barreau n'a pas toujours les moyens d'aller véritablement au fond ou bien d'assurer, en fait, une certaine permanence
en ce qui concerne cette assistance-là. Donc, il s'agit aujourd'hui d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur responsabilité, en fait, d'assurer, en fait, ce service public-là, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Et pour revenir un peu, pour aller un peu en arrière, il faut dire qu'il y a déjà, moi, je l'ai personnellement assisté, déjà en 2019, un atelier de validation d'un avant-projet de loi portant, comment dire, aide juridictionnelle en République du Bénin. Depuis 2019, nous ne savons pas où se trouve exactement cette loi, ce qu'on en a fait, avant que, fortuitement, nous en avions entendu le porte-parole, comment dire, le président de la République même en parler. En disant, en voyant même dans notre attenant juridique, vous avez même dans les tests, dans, comment dire, le décret portant AOF du ministère de la Justice et de la Législation, cette attribution existe. Dans l'organigramme de l'agence pénitentiaire du Bénin, cela existe également. Donc aujourd'hui, nous pensons, comment dire, nous espérons bien que avec la volonté politique affichée et avec comment dire, cette sortie du barreau du Bénin, quelque chose pourra être fait pour que véritablement François Xavier Noumon, vous et nous, les citoyens, concitoyens en général, lorsqu'ils sont dans le besoin, pourront en fait avoir en fait cette garantie en fait de l'accès équitable à la justice, parce que l'accès à la justice n'est pas que en fait saisir ou bien se retrouver en fait comment dire devant les juridictions, mais c'est de pouvoir organiser en fait de manière équitable les moyens d'action, c'est-à-dire la défense de l'intéressé qui se retrouvait peut-être en conflit avec la loi ou qui se retrouvait dans une procédure juridictionnelle au plan pénal. Voilà, Mohamed Liamidi. Pour moi, c'est tout simplement une justice sociale qui serait rendue si cette loi venait à être votée, que ce projet venait à être concrétisé. Donc, on ne peut que souhaiter que tout ce qui doit être fait, et là, je pense à la Commission béninoise des droits de l'homme, parce que ça fait partie des droits fondamentaux, ça fait partie des droits d'une personne, d'un citoyen, de pouvoir se défendre. On a droit, c'est reconnu par la Constitution que nous avons droit à se défendre et donc à un procès équitable. Et donc pour cela, les conseils de l'avocat sont quelque chose d'important dont on a besoin. Et donc à partir de ce moment, si l'État a finalement compris la chose, et que l'État a décidé enfin de faire ceci, de faire ce geste qui est important pour le citoyen, et donc qui rassure tout le monde, qui rassure le citoyen que j'ai la possibilité, au cas où cela arrive, de pouvoir me défendre, que l'État, que la nation à laquelle j'appartiens, l'État qui a amené cette nation-là, qui dirige, à penser aux citoyens, à faire en sorte que les citoyens de ce pays puissent se défendre aux besoins. C'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose qui est à saluer. Il faut simplement encourager cela et appeler tous ceux qui peuvent veiller à ce que, déjà l'idée est là, mais il faut veiller maintenant à ce que cela soit bien, que ça soit réel et que ça prenne en compte, je ne suis pas spécialiste de la chose, tous les aspects nécessaires pour que cela soit réel et cela soit effectif. Parce que, bon, une chose est de voter une loi, une autre chose est que cela soit appliqué et que cela soit applicable. Donc, veiller à tous ces paramètres-là et d'accompagner ça. C'est une justice sociale, comme je l'ai dit, et c'est quelque chose de très bien. On va espérer que, pour le développement de notre nation, que tout ce qui concourt au bien-être, à ce que le citoyen puisse avoir sa place dans la société, le citoyen puisse avoir confiance dans le fait que nous sommes un État de droit, parce que ça fait partie des choses de l'État de droit auquel nous appartenons, soit réel, et donc pour la satisfaction et le bonheur des citoyens que nous sommes. Voilà, il y a beaucoup de légendes qui entourent cette notion, celle du commis d'office. Bon, on le voit dans beaucoup de séries américaines. Est-ce que c'est toujours équitable? Parce qu'il y aura toujours une différence. Quand bien même on l'opérationnaliserait,
Est-ce que le commis d'office n'est pas souvent l'œuvre des débutants, des stagiaires, parce que les ténors qui peuvent vous donner une chance de vous en sortir ne sont pas forcément disposés je ne dirais pas à perdre du temps. Est-ce que ce n'est pas au premier venu, ceux qui font leurs premières armes dans le métier, qu'on délègue ces dossiers pour se faire les dents? Ça ne vous donne pas forcément toute la garantie de vous en sortir. Non, ça donne toute la garantie. Vous savez, la première garantie, pour d'abord venir à ce que vous dites, la première garantie d'abord, c'est lorsque vous êtes dans une procédure pénale, c'est de s'assurer en fait qu'il y a quelqu'un au dehors qui suit votre dossier. Vous savez, la dernière fois, si nos centres pénitentiaires sont prêts à claquer, c'est dur par rapport à ces choses-là. Vous avez appris la dernière fois un monsieur qui aurait été oublié dans les lignes de la détention, qui a passé un peu plus de 20 ans sans être jugé. Celui-là aurait un avocat, même commis d'office, que je vous jure qu'il n'aura pas à passer ce temps-là. Parce que généralement, lorsque vous êtes dans les lignes de la détention, soit vous avez un parent qui court pour vous, soit vous avez un avocat qui court pour vous. Lorsque l'un ou l'autre de ces deux-là manque, soyez sûr que en fait votre affaire ne sera pas traitée au plus tôt, parce que en fait il y a une réalité que en fait notre appareil judiciaire, ça manque un peu de célérité parce que en raison du du trop plein de dossiers. Pardon? Du trop plein de dossiers. Du trop plein de dossiers en comparaison de la main d'œuvre disponible d'une certaine façon. De sorte que si vous avez un avocat dans le dossier, c'est toujours mieux pour vous. Maintenant, comment ça s'organise? Ce n'est pas que on voit d'ailleurs au barreau, il n'y a pas une prééminence en fait entre anciens et nouveaux. Oui. Et la qualité d'un conseil ou la qualité d'un avocat ne vaut pas forcément en fait le nombre d'années. Oui, d'accord, oui, bon, ça c'est en théorie. Quelqu'un qui vient d'intégrer le barreau et quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans. Je vais vous donner encore une autre réalité. Peut-être, vous le dites, ceux qui sont venus peut-être nouvellement, comme vous le dites, la plupart du temps, ils ont beaucoup plus d'oreilles attentives ils sont beaucoup plus attentifs. Oui, ils ont des choses à prouver. Ils ont beaucoup de choses à prouver. Ils ont plus de disponibilité pour vous parce que, comme vous le dites, ils ont tout à prouver. Donc, il n'y a même pas lieu de comparer. En fait, est-ce que les nouveaux ou bien bon, peut-être les plus jeunes sont davantage au truc là? Non, la question n'est pas là. La question, c'est d'avoir quelque chose. Et comment ça se fait? Ça s'organise entre en fait, le ministère de la Justice, c'est-à-dire l'appareil juridictionnel, et le barreau. Donc, en fait, c'est le barreau qui détermine en considérant la matière, la zone d'intervention, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas que, bon, pour telle affaire, on va telle, non. C'est comme, en fait, une certaine, comme je peux dire, un peu comme les pharmacies le font, c'est comme une certaine permanence où chacun, à un moment donné, doit pouvoir prendre un certain nombre de dossiers en tenant compte en fait de la demande. Donc ce n'est pas que comme c'est commis d'office, on voit, comme je le disais tantôt, il n'y a même pas de, quand on parle d'avocat ou de conseil, il n'y a même pas de néophyte, il n'y a pas de néophyte, il n'y a pas de néophyte. Donc je pense qu'en fait la chose est assez sérieuse et vous savez, les avocats, c'est, comment dire, les défenseurs, comme on le dit, de la veuve et de l'orphelin. Et ce que nous disons, comme je disais tantôt, vous savez, le barreau faisait ça. Le barreau continue même de faire ça, mais dans une moindre proportion parce que n'ayant pas les moyens, en fait, d'assurer, en fait, tout le service. Le barreau, à travers même ces démembrements, comment dire, l'association des jeunes avocats du Bénin, l'association des femmes juristes du Bénin, j'ai eu la chance, comment dire, d'avoir été témoin un peu de ce qui se fait en cette matière-là. Donc, il ne s'agit pas de question de jeunes ou bien d'aînés, mais un avocat ou bien un conseil reste un conseil et le traitement reste le même. Maintenant, sur les aspects de la capacité ou bien de l'effervescence des uns et des autres, bon, en fait... La capacité, c'est ce qui intéresse le client. Donc, tout là, maintenant, ce n'est pas ça même. Peut-être, je me dis, ce qui peut-être vous intéresserait, que peut-être, sur lequel vous allez peut-être venir. Vous savez, il y a des gens, pour des affaires d'une certaine matière, il y a les avocats se constituent d'office, quand bien même ils ne sont pas appelés parce que la matière les intéresse. Ou leur donne de l'exposition. Ou leur donne de l'audience d'une certaine façon. Vous savez, il y a... La matière politique, par exemple. Il y a des avocats qui aiment peut-être un peu le populisme, mais il y en a qui sont aussi très futés, mais qui sont dans la discrétion totale. Donc, chacun
avec la tempérance. Mais en fait, ce dont nous parlons ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont nous parlons ici, c'est l'opérationnalisation de l'aide juridictionnelle, d'accord, qui est une garantie du procès équitable. Donc, c'est pour s'assurer que toute personne, d'accord, qu'ils aient les moyens ou pas, puisse, dans le cadre de sa défense, puisse avoir un conseil à ses côtés. Et s'il n'a, comme je le disais tantôt, s'il n'a pas les moyens, l'État lui en procure d'office, en assure les frais, d'accord, pour assurer en fait la garantie du procès équitable à l'intérêt. C'est comme je l'ai dit tantôt, le jeu parfois est très déséquilibré. Vous avez avocat et tout là, parquet de l'autre côté, et de l'autre côté vous avez un individu des fois qui se défend seul contre des barrières. On va pas être très ambitieux pour le moment. L'important c'est que le dispositif soit mis en place. Maintenant, quant aux capacités des uns aux autres, on jouera peut-être là à pile ou face. Non, déjà, faisons en sorte que la loi soit votée, qu'il y ait des décrets d'application, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que ça soit réel, applicable, que les citoyens puissent commencer par en bénéficier. Ça va participer à l'accélération des procédures judiciaires pour ceux qui en ont besoin, et par ailleurs au désengorgement des prisons, parce que, bon, je ne le souhaite, d'une manière ou d'une autre qu'on ne le veuille pas, plus vite les gens seront jugés, ils connaîtront leur sort, ils vont peut-être épuiser leur peine, et puis ils sortiront, ils deviendront d'autres citoyens, ils vont retrouver la société. On va éviter les dossiers oubliés. Oubliés, les gens vont reprendre la vie, ils vont participer à la construction de la nation, ils deviendront des citoyens nouveaux. On pourra leur donner le plus important pour moi, c'est que cela soit fait, que cela soit opérationnel, que les gens puissent en bénéficier. Et maintenant, il faut aller plus loin. Parce que, il se fera assister par un avocat. Si vraiment, il n'y a que deux issues pour un procès, ou bien on vous déclare coupable, ou bien vous ne l'êtes pas. Si vous êtes coupable, vous passez, on vous conduit à la maison d'arrêt, vous passez le temps de détention, et puis maintenant, pour moi, il faut encore aller plus loin. C'est déjà un pas dans le fait d'aider les citoyens, dans le fait d'amener les gens à se sentir appartenir à un État. Maintenant, il faut aller plus loin aussi en pensant à la vie carcérale, comment les gens vivent là-bas, et au fait que quand ils sortent, ils doivent devenir des citoyens qui puissent être en mesure de contribuer à l'effort de construction de la nation. Pour moi, c'est une chaîne. Ça, c'est un bon début. Il faut encourager cela. Il faut prier même que cela s'accélère, que ça soit avec... une loi comme ça, par exemple, écoutez, au moins on sait que ça n'a pas de coloration. Les autres là à qui je peux faire allusion et à qui vous pouvez penser, ils vont pas me dire que cette loi là c'est une loi qui va arranger le peuple de la mouvance ou bien qui ne va pas arranger le peuple de l'opposition. Tout le monde est appelé à un moment donné, ça peut arriver à n'importe qui. Surtout qu'il y a un besoin. Donc à partir de ce moment, je pense que c'est un truc qui tout le monde se sentira concerné et ça pourrait aller vite. Voilà. Quelle autre nuance il faut apporter sur cette question? Oui, je veux ajouter que par rapport à l'aide juridictionnelle, vous parlez de la qualité des avocats tout à l'heure. Je voudrais préciser que... Déjà, avant que vous n'ayez plus loin, est-ce que l'aide juridictionnelle n'est que cela? C'est-à-dire avoir un avocat disponible, en tout cas avoir la possibilité d'avoir un avocat quand on en a besoin. Est-ce que l'aide s'arrête là? Est-ce que c'est ce que ça veut dire exactement, avoir un avocat commis d'office? Oui, il y a d'autres types d'aides que le citoyen peut requérir auprès gratuitement. Parce qu'il faut le préciser, commis d'office, c'est l'État qui paye à la place du voilà, l'aide juridictionnelle, comme son nom l'indique, c'est une aide en matière juridictionnelle. C'est la contribution en fait financière de l'État aux frais de justice, la communauté. D'accord, aux frais de justice pour les personnes à revenus modestes, d'accord, qui n'ont pas les moyens de s'offrir véritablement les services d'un avocat à court, moyen et long terme. Il y a des gens, par exemple, qui prennent un avocat, d'accord, mais n'ont pas la capacité peut-être de payer les frais sur la durée, et donc leur affaire est lâchée. Ce que je voudrais préciser, c'est quoi? L'aide juridictionnelle n'est pas qu'une contribution financière de l'État. C'est aussi une contribution, en fait, en termes de ressources humaines, de représentativité du barreau, à travers des avocats, à travers le barreau. Parce que, en fait, comment ça fonctionne, je vous l'ai dit tantôt, c'est en fait une sorte de collaboration. L'aide juridictionnelle, je prends un exemple, si peut-être pour votre assistance,
Si vous devez commettre vous-même un avocat, si c'est peut-être 1 million, l'aide juridictionnelle n'irait forcément pas à 1 million. Ça peut être à coût réduit. Et c'est généralement, en fait, ce qui se fait. Et c'est la contribution aussi, en fait, des avocats. Compte tenu du serment qu'ils ont prêté de défendre la veuve et l'orphelin, et compte tenu de l'exclusivité, en fait, que l'État, à travers la législation, les a conférés en une certaine matière. Vous savez que pour certaines matières, vous avez forcément besoin d'un avocat. Quelqu'un d'autre ne peut pas vous représenter. Donc, le rôle de représentation, le rôle d'assistant, c'est une exclusivité que l'État confère. Comment aux avocats, comment les avocats, font le retour de l'ascenseur à l'État? Donc, ce n'est que en offrant, en fait, dans ce type de collaboration, ces services-là aux citoyens, mais à travers l'État. Parce que, en fait, quand on dit l'État, c'est la collectivité. C'est la collectivité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas que de l'État, mais il s'agit aussi, en fait, du barreau à travers les avocats pris individuellement et collectivement, etc. Donc, c'est à espérer que, aussi bien, ce qu'on peut ajouter, c'est aussi bien que le même entrain, le même ardeur, d'accord, lorsque ça soit opérationnel, que l'on observe, que ça soit avec le même ardeur que, en fait, les avocats. Mais, en fait, généralement, c'est ça. Un avocat ne prend jamais un dossier et espérer et, se dit, faire le service minimum. Nous pensons, en fait... vous pensez? Oui, l'avocat ne fait pas le service minimum. C'est vrai que c'est une obligation de moyens et non de résultats, mais l'avocat fait tout, puisque à leur niveau aussi, ils font des statistiques. Combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, pas en termes de sous, combien de projets j'ai gagné, combien de procès j'ai perdu. Et ça va peut-être aussi amener à une sorte de spécialisation de la procédure pénale. Vous savez, on nous reproche dans notre environnement juridique que nous avons peut-être des avocats généralistes, d'accord? Ça va permettre, d'accord, d'avoir des spécialisations, même en matière pénale, parce que, vous savez, la matière pénale, elle est diversifiée. Elle est très diversifiée. Les crimes et délits, la nature des infractions, elle est très diversifiée. Donc, ça peut amener à une certaine spécialisation pour le compte de telle affaire ou une telle nature d'affaires. Voilà la catégorie d'avocats qu'on peut commettre, ainsi de suite. Donc, tout cela va contribuer, nous le pensons, à davantage parfaire notre appareil judiciaire. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. La une disait que l'issue d'un procès, c'est que vous êtes coupable ou ne pas coupable. Non, des fois, ce n'est pas lui-même l'issue du procès qui compte. Je l'ai dit tantôt. Quelqu'un a passé près de 20 ans, plus de 20 ans, sans être jugé. Donc, il n'y a pas eu procès, mais il a passé 20 ans. C'est-à-dire quoi? Comment l'avocat, lorsque vous avez un avocat dans un dossier, comment vous gérez, par exemple, avec le juge, de liberté. Le juge de la liberté de la détention. Tout se passe là. Sur la base de quoi? Comment vous présentez vos argumentaires pour que le juge décide que, en attendant votre procès, vous soyez libre. Ou qu'en attendant votre procès, vous avez un mandat. Tout se joue, presque tout se joue. Donc, ce n'est pas forcément l'issue du procès, mais à partir du moment où l'instruction est engagée, c'est-à-dire tout se joue et tout se joue à tous les heures. Donc, à partir de ce moment-là, la présence d'un avocat, elle est tout à fait indispensable, en fait, pour mieux organiser notre appareil judiciaire, pour mieux organiser les procès pénals, et comme je disais tantôt, pour davantage désengorger nos centres pénitentiaires. Oui, évidemment, parce que pour moi, vous savez, ça participe aussi, je pense que quelque part, ça pourrait participer aussi au fait d'amener les citoyens à croire en la justice de leur pays, parce que si je sais que j'ai la capacité de me faire représenter, de me faire assister, en cas de besoin, ça peut, quelque part, je pense que ça amènerait les gens aussi à croire en le fait que la loi serait dite. Puis je sais que je serai assisté et que ce n'est pas le service minimum. Il fera tout ce qu'il peut parce que c'est un avocat. Et donc ça amène les gens à croire beaucoup plus en le système, ce qui par ailleurs réduirait aussi quelque peu ce que moi j'appelle l'inculture judiciaire. Parce que l'inculture, je ne parle pas d'inculture juridique. L'inculture judiciaire, c'est-à-dire le fait que les gens ne connaissent même pas ce qui relève des procédures judiciaires. Qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, comment telle chose peut se passer pour éviter telle ou telle chose. Donc, et le fait même que les gens comprennent que quel est le rôle de tel, le rôle du magistrat, le rôle du parquet, le rôle du ci et de ça. Parce qu'on a ce problème-là et ce qui fait que les gens ne croient pas du tout en la justice, que vous demanderez à quelqu'un même qui a été ministre de la Justice, qu'il vous dirait peut-être qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. Voilà, avant de passer au second sujet, nous allons faire un tour à la régie très rapidement et nous revenons.
Voilà, de retour sur le plateau de Ça se discute pour rapidement aborder le second sujet. C'est dit, vous l'avez suivi, le chef de l'État, à l'occasion de sa seconde prise de parole, 2026, obligatoirement par le filtre des partis politiques. Pour vous, cette intervention présidentielle clôt-elle le débat? Je suis de ceux qui attendaient et continuent d'attendre le président de la République à travers ses réformes sur cet aspect-là. Que si on a fait tout ce qu'on a fait là, et qu'en 2026, le candidat qui serait devenu président, si le candidat n'est pas issu des partis politiques, je considère que la réforme du système partisan aura échoué. Parce que, en fait, d'où est-ce qu'on est parti? On est parti d'un diagnostic. On a dit, pour reprendre un peu les thèmes du secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, en 2019, le Bénin comptait un peu plus précisément 279 partis politiques. Et de ces 279 partis politiques, qu'est-ce qu'on constate? Une trentaine représentées à l'Assemblée nationale. Mais depuis 1990, avec ces nombre de partis politiques, aucun parti politique n'a réussi à hisser, d'accord, quelqu'un président de la République. De sorte que les présidents de la République sont des individus. Et les programmes de société deviennent, en fait, c'est comme le rêve d'un individu. Ce n'est pas le rêve d'un ensemble structuré, d'accord, autour d'une philosophie, d'une idée de la gouvernance. C'est le rêve de quelqu'un. Et donc, on s'est dit, comment faire pour davantage renforcer les partis politiques? Le premier palier a été, je le cite rapidement, c'est durcir les conditions de création des partis politiques. 15 membres fondateurs par commune, 77 communes, on peut faire le truc là. Même c'est pas arrêté là. On a dit, il faut un seuil de représentativité. D'accord? Ce seuil de représentativité, c'est 10%. Donc, il faut avoir 10% pour être présent au Parlement ou pour être présent dans les conseils communaux. Et lorsque vous avez ces 10%, l'effet, c'est quoi? Cela vous donne un droit accès au financement des partis politiques. Ceux qui n'ont pas accès à ces financements des partis politiques, vous avez vu qu'il y aura un déséquilibre. Donc, ils sont amenés à disparaître. La loi a précisé, par ailleurs, que lorsqu'un parti ne présente pas de candidat à 2 élections législatives successives, ce parti est considéré, en fait, comme inexistant. En fait, on peut engager la procédure de sa dissolution, de retrait de son récépissé. On ne s'est pas arrêté là. On a fait ça. On est venu au niveau, de parrainage. On dit, pour aller aux élections, il faut le parrainage. Et ce parrainage, ce sont les élus communaux et les élus parlementaires. Donc, pour davantage mettre tout au centre des partis politiques. Comment on peut avoir fait tout ça? Et que dans la pratique, on passe à côté. C'est justement pour ça, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il s'est senti très versé en voyant quelqu'un, le ministre de la République, qui a été impliqué dans ces réformes, d'accord, tenu en fait un certain nombre, livré en fait un certain nombre d'opinions, une opinion qui est complètement en contradiction avec la philosophie même de ce que nous sommes en train de dire, que les partis politiques doivent être au centre des élections présidentielles de 2026, que lui, en tant que président de la République, fort de ses convictions, a rappelé l'intéressé à l'ordre, et cela a généré ce que nous savons. C'est pour dire quoi? Que Patrice Talon, chef d'État, celui, ayant a priori pensé la réforme, est toujours accroché au résultat de cette réforme. Là-bas, je l'ai dit tantôt, et pour beaucoup en fait, d'analystes, il est attendu sur ce plan-là. Donc, on ne peut pas avoir fait tout ça. Et à la veille comme ça, commencer par dévoyer cela. Donc, le chef de l'État a tenu à réaffirmer en fait cet attachement à la réforme du système partisan à travers en fait comment ou bien dans quelle ligne les élections présidentielles de 2026 sera déroulées. Et nous sommes en train d'apprendre dans les coulisses qu'il peut y avoir même des initiatives qui tendent à renforcer davantage
on parlait de la question de parrainage. Comment, puisque à l'heure actuelle, ce n'est pas encore très bien construit, le truc là. Comment faire pour davantage repréciser, comme nous sommes dans les coulisses, le mécanisme de la mise en œuvre en fait du système de parrainage pour que davantage ça n'échappe pas aux partis politiques. Parce que comme nous l'avons dit, les partis politiques vont être remis au centre en fait de l'actualité politique ou bien de l'animation de la vie politique. Oui. Mohamed Yamili, il y a seulement dans ce que Julio vient de dire une nuance importante, c'est que la loi elle-même n'a pas précisé que le candidat doit obligatoirement venir d'un parti politique, c'est juste la conditionnalité du parrainage qui est la seule conditionnalité. Oui, évidemment, puisque la Constitution a voulu que l'élection présidentielle soit uninominale. Donc, à partir de ce moment, ça dit que un citoyen peut aspirer. Mais le problème n'est pas là. Parce que moi, première chose, il était important que le chef de l'État parle et qu'il en parle. Donc, merci au chef de l'État. Merci parce que le chef de l'État ne prend pas la parole souvent. Et donc, quand ça arrive comme ça, et que ça peut ramasser un certain nombre de choses, c'est bien. Et moi, je voudrais que ça arrive souvent. Que l'on passe d'une fois à l'année à peut-être 2 ou 3 fois, ça ferait du bien. Ça situerait tout le monde, ça canaliserait les gens et ça montrera le chemin. Ça permettra aux gens de se concentrer sur ce qui est essentiel pour l'avenir. Et je me rappelle que vous avez posé la question ici au cours de l'émission du dimanche à Irénée Agosta en ce qui concerne les propos du ministre Omeki qui pour lui pense que la candidature d'une certaine personne serait celle qui serait vraiment parfaite et que devant cette candidature-là, tous les autres devraient se plier. Et je me rappelle qu'il donnait la réponse comme quoi, une question honnêtement à laquelle beaucoup de politiques n'auraient pas voulu se frotter. Et il répondait que l'essentiel, c'est de faire en sorte que le débat se mène au sein du parti, c'est-à-dire ramener la bataille, ramener ça au sein du parti et donc se battre pour que le choix se fasse à l'intérieur. Si lui il le pense, ce n'est pas d'aller dire, mais de faire en sorte que le débat se mène ici et donc qu'il prouve. Et ça m'amène à donner l'exemple parfait, puisqu'on parle du fait que l'élection est uninominale, mais que l'on veut rimer ça au fait que les partis, le candidat ou bien que les partis, en tout cas la finalité c'est que les partis politiques puissent porter et amener quelqu'un au perchoir. L'exemple parfait, c'est Donald Trump. Il n'était pas partisan. Mais quand le projet est venu qu'il a voulu, il a intégré le parti. Il est allé faire le débat au sein du parti et il a remporté le premier du parti. C'est aussi simple que cela. Donc, si quelqu'un est intéressé, et là je suis en train de compléter la réponse que je citais tout à l'heure d'Irénée Agosta. Donc, si quelqu'un est intéressé, on ne peut pas interdire à un individu de nourrir l'ambition d'être candidat, de nourrir l'ambition de diriger le pays, c'est tout à fait légitime. Mais dès lors que le besoin se fasse ressentir, le chemin est connu. Donc montrer le chemin, aller au sein des partis, aller faire vos armes là-bas, aller débattre là-bas, quitte à ce que vous arrivez à convaincre ceux du parti que vous êtes le candidat idéal. Et donc s'il y a une procédure à l'interne pour désigner le candidat, que vous puissiez participer à cette procédure-là et que vous soyez le candidat. C'est aussi simple. Et donc, pour moi, c'est ce que j'aurais attendu de la part d'un ministre, de la part de quelqu'un qui participe aux décisions, aux prises de décision, tous les mercredis, des décisions qui concernent la vie de l'État et donc de quelqu'un qui occupe une fonction ministérielle pour rester conforme à l'esprit de la réforme du système partisan. Et donc, pour ne pas perdre de vue tout ce qui a été, tous les efforts qui ont été consentis là, pour en arriver là, parce qu'en termes d'efforts, franchement, on a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et donc, il était important, c'est clair pour tout le monde maintenant, ça donne au moins, ça dit que la réponse du chef de l'État, au même moment, ça fait taire ce débat là, cette polémique là sur le fait que, bon, suscitation des candidats, machin et tout, ce qui n'est pas toutefois interdit. Mais en même temps, pour moi, c'est que ça ouvre un autre débat. Quand nous admettons que c'est au sein des partis que le débat doit se mener, et donc que la compétition doit avoir lieu là-bas, et donc que tout doit se jouer au sein des partis, l'autre débat que ça ouvre, c'est qu'il faut qu'au sein de ces partis-là, qu'on sente que quelque chose se passe, ce qu'on ne voit pratiquement pas. Et c'est ça l'autre débat.
c'est l'absence de cela, c'est l'absence de ce débat-là. C'est ça qui amène suscitation de candidature parallèlement aux partis politiques. Parce que s'il y avait quelque chose, s'il y avait, je ne vais pas dire de l'ébullition, mais s'il y avait du mouvement au sein des partis, s'il y avait tout simplement de l'animation au sein des partis, et donc de l'animation de la vie politique, et que ces partis s'intéressaient à tous les aspects de la vie de la nation, et donc ce qui fait que celui qui veut diriger doit prendre en compte tout ça, on ne verrait pas, c'est parce que les partis, à la limite, ne sont pas opérationnels qu'on voit des mouvements de suscitation de candidature à gauche et à droite. Et en réalité, même ce n'est pas à gauche et à droite, ce n'est que d'un côté. Et donc, à partir de ce moment, ça ouvre ce débat-là. Ce qu'il faut alors faire, parce que j'ai entendu le chef de l'État dire les débats sérieux, ce qui est vrai en ce qui concerne la désignation des candidats, ne se fera pas avant les 6 mois. Ça, c'est l'avis du chef de l'État. Ce qu'on peut penser aussi. Parce qu'on a fait, je me rappelle, pour rappeler, on a fait le débat ici avec Paul-Marie Ressou. Et je lui disais qu'on ne peut pas comparer tout de suite ce qui se fait ici, alors qu'on vient de faire la réforme, alors qu'on vient de faire un premier pas, on vient de faire une élection où les électeurs même, c'est-à-dire que le peuple même a, on peut le dire, adhéré à cette vision, à cette réforme en choisissant d'envoyer 3 partis à l'Assemblée. Ce qui fait déjà qu'il y a une reconfiguration, il y a une clarification au niveau du paysage politique. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas comparer ce qui a commencé là à ce qui une démocratie vieille comme celle des États-Unis où à 2 ans, il faut déjà commencer par voir qui est candidat, qui ne soit pas candidat. Le débat que cela ouvre pour moi, c'est qu'au sein des candidats, il faut que nous voyions des tendances se révéler au sein des candidats. Que nous voyons des tendances, par exemple, que moi je suis au sein du parti, voilà ma tendance. Voilà ma ligne, voilà ma conception du développement, voilà ma conception de l'État, de comment le pays doit être, de ce que doit être la République, de comment on doit gouverner, de comment les citoyens doivent se comporter, de tel ou tel projet, voilà comment on fait développer telle ville. Voilà, c'est ça en fait la chose. Et quand je prends cela, que j'ajoute ça, la matière même, que j'ajoute ça au fait qu'on est en train là maintenant de prévoir sur les 30 années à venir et la vision 2060 par exemple, les partis ont de quoi travailler pour dire par rapport à ça, voilà ce que nous pensons. Et au sein de ces partis, il y aura des tendances fortes, des gens qui ont des idées. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas le débat d'idées, on ne débat pas des idées. Vous pouvez on peut en citer au bout des doigts les hommes ici qui sont des hommes politiques qui font des débats d'idées, qui ne font pas des débats de personnes, qui peuvent dire, quand vous prenez quelqu'un qui veut être président de la République, quelqu'un même que nous voyons qui peut être président de la République, vous le prenez, il doit vous dire globalement dans tous les secteurs, dans le secteur de l'énergie, le secteur de l'éducation, le secteur de la justice, le secteur de la santé, il doit vous dire à peu près, il va vous donner un tableau sur ce que le pays doit être par rapport à ça. Mais on ne voit pas ça. Parce que simplement les gens n'ont pas appris à faire des débats d'idées. Il y a très peu de gens qui pensent. Ça m'amène à quoi? Les députés, là, je reviens encore là-dessus, oui, qui ont été élus là. Vous avez vu quelqu'un aller dire, bon, voilà moi ma proposition, voilà ma ligne. Et quand il y a des débats à l'Assemblée, est-ce que vous les voyez dire, voilà ma ligne? Vous ne pouvez pas désigner au sein de ce gros parlement, mais nous avons 109 élus. Oui. Je ne peux pas en citer 2 ou 3 où voilà sa ligne par rapport à tel sujet. C'est caricatural, il y en a. Citez-moi des noms. Voilà sa ligne par rapport à tel sujet. Et ça m'amène à faire un autre débat. Lorsque Ah oui, mais vous en ouvrez beaucoup. Oui, parce que en fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'accumulation, on a jamais le temps. Puisque les concernés même ne font pas le mouvement, c'est difficile pour nous autres d'en parler. Et par ailleurs, vous voyez, quand la Sénat, parce que les partis sont financés, on a dit qu'avec ça, on devrait avoir l'animation de la vie politique, la désignation, tout ça, là, les choses doivent se faire de façon, on doit voir. Si le financement est clair, les partis pourront mieux fonctionner et tout ira mieux. Mais depuis là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas grand-chose. Quand la Sénat va contrôler les partis qui ont reçu les financements, est-ce qu'ils ont des sièges, est-ce qu'ils ont ci, est-ce qu'ils ont ça? Les députés qui sont élus là, dans leurs émoluments là, dans ce qu'ils reçoivent là, combien de députés ont de cabinet ici? Dites-moi. Combien de députés ont de cabinets qui fonctionnent? Or, ils reçoivent aussi, dans ce qu'ils reçoivent, il y a aussi une partie qui est allée une fois les contrôler pour voir, bon, ce qui doit être consacré à telle chose, à quelle chose, on ne fait pas ces gens de débat là ici. C'est de petits trucs, des trucs de rien du tout, où on ne s'entend pas sur l'essentiel, on ne sait même pas quand vous prenez quelqu'un. Julie va nous dire, il les connaît un peu plus. Si on va entrer dans les nombreux débats qui vient d'ouvrir, on ne s'en sortira sans tout pas. Je veux parler de la présidentielle 2026, ce débat que le chef de l'État a ouvert.
Il faut dire... Bon, il en a fermé un, il en a ouvert d'autres, c'est ça. Il faut dire, autant la Constitution que le Code électoral n'a pas interdit, en fait, les candidatures indépendantes. Et donc, François Xavier Noumon, vous pouvez nourrir, en fait, les rêves d'être présidentiable. Ce qui serait légitime. Et le reste, c'est d'aller convaincre, en fait, un parti politique. Les partis politiques de votre projet, de votre vision et obtenir le parrainage. Leur adhésion. Et je vais insister qu'il s'agit d'aller convaincre au sein des partis politiques et non d'aller démarcher d'accord, des députés, des maires, parce que ça va entraîner encore l'autre chose là. La corruption, le mercantilisme et tout ça. On peut les démarcher en les convaincant. Bon, il y a beaucoup de choses qui... Oui. Comment dire, convaincre, pas seulement... qui attire la conviction des gens. Évidemment. Donc, en fait, ça vous dit quoi? Les candidatures indépendantes restent ouvertes. Moi, je suis de ceux qui pensent, en fait, sur la question de suscitation de candidature, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ça permet même d'animer, en fait, la vie politique. Et il aurait simplement fallu que, sur d'autres plans, dans d'autres partis, on ait des mouvements pareils, que les regards ne seront pas fixés en fait, sur une seule personne, sur l'intéressé dont on parle. C'est pour dire quoi? Il y a un manque au sein des partis politiques qui fait le lit à ce que nous sommes en train de voir. Il y a un manque. Parce qu'on ne fait pas les débats sérieux. Il n'y a pas de leaders, tout simplement. On ne fait pas les débats sérieux. Excusez-moi, je ne le dis pas pour jeter peut-être la pierre à l'opposition. Mais aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec la gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on propose? Rien. On est là, vous dites, telle chose n'est pas bon, telle chose n'est pas bon, telle chose n'est pas bon. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas une ligne aujourd'hui qu'on dit, si ceux-là viennent, voilà comment ils vont faire. Il n'y a pas. On peut trouver peut-être une excuse au parti de la mouvance pour dire, bon, les leurs sont en conseil des ministres. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils participent à l'action du gouvernement. Et donc, ce qui peut justifier, en fait, leur silence sur beaucoup de choses parce que peut-être leur œuvre ou leur pensée, leur philosophie se fait voir à travers, en fait, la gouvernance. Puisque, qu'on le veuille ou non, ils seront comptables de la gournance de parti salon. Ils ne pourront pas s'en départager. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des élections. Je n'ai jamais été, friand, en fait, de cette manière de dire, oh non, c'est comme une course, chacun se réserve pour dire, si on sort tôt, on sera vite essoufflé, ou bien nos arguments seront trop vite sur la table, et les autres viendront. Donc, chacun se réserve, chacun attend la dernière minute. Non, je ne pense pas que ça soit une manière. Vous voyez, les populations, les gens pensent à 2026, avec insistance. Mais les partis politiques ne veulent pas prendre la chose pour faire ouvrir véritablement le débat. De sorte que même au sein des partis politiques, les gens ont envie de parler, les gens ont envie de prendre des initiatives, mais ils ne peuvent pas. C'est ce, aujourd'hui, nous pensons, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai posé la question parce que je suis membre d'un parti politique. D'accord. Oui. Je suis membre d'un parti, j'ai demandé, mais le militant politique, face à la sollicitation de candidature... Vous ne voulez pas nous dire lequel? Non, en fait, moi, je pose mes préoccupations comme des problématiques, en fait. Oui, pour pouvoir, je vais revenir sur l'un des aspects de l'AMI. Je pose, en fait, mes préoccupations d'autres politiques comme des problématiques. Quelle doit être la position, en fait, du militant en face de la question de candidature? Parce que, personnellement, j'ai été... convié, approché 2 ou 3 fois par d'autres mouvements pour dire on va faire ça, on va faire ça. Mais moi j'ai besoin de savoir, mais mon parti politique il est où dans tout ça? Quels sont les repères? Parce que je veux avoir les repères. Donc j'ai demandé de dire quelle est la position du parti par rapport à ces questions-là. Et j'ai eu la position. La position ne me permet pas de m'engager dans une question de suscitation de candidature. Je dois attendre en fait tout quoi. Donc les gens attendent. Les gens ont besoin parce qu'il n'y a pas le débat. C'est thème. Il n'y a pas d'éléments à mettre sur la dame, alors qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Mais c'est ça qui leur permet en fait d'être dans l'activisme politique de cette façon. Ça n'existe pas, donc c'est pour appeler en fait les partis politiques à prendre très vite leurs responsabilités. Sinon, les choses vont leur échapper et ils n'auront au dernier moment que la force des lois. Ce serait dommageable. C'est-à-dire quoi? Ils auront la force des lois, d'accord, mais n'auront pas la force de la masse. Les lois leur auront tout conféré. Ils vont en user. Mais sur le terrain, ça soit autre chose. C'est-à-dire quoi? Si nous ne savons pas faire, on va considérer que dans notre base là, on a tel million de militants. Mais en vérité,
ce qui reste en termes de militants, c'est une portion très congrue. Et donc, il y a matière à vite prendre les choses au sérieux en ce truc-là. Une dernière chose. Je veux dire, je l'ai toujours dit, parce que quelqu'un m'a enseigné ça sur ce plateau, de ne pas être péremptoire, en fait, sur certaines autres choses. Et donc, pour apporter un peu de trucs à vous dire, non, il y a, en chef, j'en connais, des parlementaires qui ont des cabinets, qui ont des assistants, j'en connais qui ont des cabinets, j'en connais qui n'ont pas de cabinet, mais qui ont des assistants, c'est-à-dire quoi, spécialistes de telle matière. D'accord, qui bénéficie des éclairages lorsque nécessité a. Et donc, puisque en fait, parler de cabinet, c'est encore tout autre chose. Le chef de l'Assemblée en constitution, tous les députés, par exemple, n'ont pas de bureau. Comment vous pouvez avoir de cabinet, avoir d'assistants, voir tout là, si vous n'avez pas. Le problème s'était posé lors du premier rapport du président où les parlementaires opposants ont déclaré la chose que d'autres sont bien logés et qu'eux sont obligés de squatter derrière les arbres, ainsi de suite, parce que des fois, on met 3 personnes dans un même bureau et que ce n'est pas vivable de cette façon. Non. Il y a en fait peut-être des questions d'ordre infrastructurel logistique qui peut justifier que jusque-là, il n'y a pas. Maintenant, sur la question même des cabinets ou de trucs là, je me demande si la configuration politique actuelle, si la chose va véritablement porter ses fruits en termes de tout. Au moins pour que les uns et les autres soient éclairés. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? L'éclairage ou bien les lignes, les orientations, c'est au sein des partis politiques. Les orientations fondamentales, c'est au sein des partis politiques. Maintenant, pour la culture politique, ou bien pour l'éclairage, mais la culture juridique de chaque député, ça dépend de lui-même. Ça dépend de sa capacité. Quelqu'un a parlé de lecture ici. Sa capacité, ça dépend de sa capacité à pouvoir lire, sa capacité à pouvoir se faire assister, à s'intéresser aux questions d'ordre crucial en ayant en fait des orientations. Pourquoi je serais d'accord avec la ministre sur un point. C'est-à-dire, je suis parlementaire, je suis membre d'un parti politique, c'est vrai. Mais moi, je suis spécialiste. Mon orientation, là, c'est environnement. Moi, je suis député, mon orientation, c'est économie. Moi, je suis député, mon orientation, c'est l'agronomie, ainsi de suite. On doit avoir ça. Et donc, les députés, les parlementaires doivent être documentés en tenant compte de la ligne que chacun a pris. En fait, c'est comme ça, en fait, que nous avons, en fait, quelqu'un a parlé de, j'oublie l'expression, de la qualité de notre personnage politique, en fait, en termes de ressources humaines, en termes de perception, de sorte que lorsqu'on a ça, on n'a plus droit à des débats fleuves d'une certaine façon. On a de la matière, on a du contenu et on sait véritablement orienter les débats. Lorsqu'une telle question de société se pose, on sait vers qui s'orienter. Yamini, pour finir. Bon, des députés des cabinets. La polémique sur la question de citation, de candidature, en tout cas, inter ou intra ou hors des partis étant réglé. En tout cas, une fois qu'on connaît la position du chef de l'État et donc qu'on peut se faire une idée un peu plus claire de la situation, l'autre débat, comme je l'ai dit, qui reste ouvert maintenant, c'est la question des tendances, de ce que les gens pensent. Parce que s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas d'idée, candidature, là, on ne saurait même pas. Il y aura candidature parce qu'il doit y avoir candidature. Et donc, on ne saura juger, on ne saura à quoi s'attendre. S'il y a des débats, s'il y a des tendances, si on sait ce que telle personne pense de telle personne, comme l'a évoqué, tel sujet, comme l'a évoqué Jules tout à l'heure, on saura à peu près qui sont ceux qui sont présidentiables. Et donc, on sait que si telle tendance domine au sein du parti et que le parti arrive au pouvoir de cette idée-là, on sait à peu près quelles peuvent être les orientations. On n'aura même plus besoin de PAG. On n'aura plus besoin de prendre un temps pour construire des trucs. Les trucs étant déjà là, c'est n'est que de dire, bon, comment on peut mettre telle chose en pratique. C'est aussi simple que cela. C'est ce débat-là qu'il nous faut. C'est à ce débat-là que moi j'appelle les élus. Et à tous ceux qui sont membres des partis politiques, qui ont des aspirations, qui ont des convictions. On ne peut même pas être au sein d'un parti et ne pas avoir d'aspiration de conviction. C'est tout à fait normal. Voilà, on va s'arrêter là. Il faut qu'il y ait l'émulation au sein de ce débat. On va s'arrêter là. Merci Mohamed Yamidi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometi, juriste, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé, et membre d'un parti politique, vient de nous l'annoncer, Mondo Vision. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube et Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X ETélé Live, notre page Facebook ETélé en direct, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.